Petit point Népal, donc, parce que moi, j'avoue, j'ai pas suivi. J'avoue, j'ai pas vraiment suivi cette histoire. Du coup, on va faire comment dire, un petit bilan autour de ça. J'ai trouvé des articles du Monde. J'ai pas trouvé beaucoup de papiers, de journaux qui en parlent plus en profondeur que ça, à part le Monde. Du coup, bon bah voilà. Maintenant, je suis abonné au Monde apparemment, donc du coup, on va se lire un petit peu ces petits dossiers-là pour essayer de comprendre un petit peu ce qui va se passer et ce qui est en train de se passer actuellement là-bas. Moi, ça m'intéresse et j'ai pas vu trop grand monde en parler alors que ça a l'air d'être un sacré foutoir. Donc, je pense qu'il est temps de faire un petit bilan autour de cette histoire, si ça vous va. Le Népal a sombré dans le chaos, submergé par la colère de la population. Colère qui m'avait l'air légitime, ma foi. Reflet d'une profonde colère sociale, la mobilisation des étudiants s'est cristallisée par la suspension des réseaux sociaux le 4 septembre, puis par des tirs à balles réelles de la police sur les manifestants le 8 septembre. Mardi, le Premier ministre a présenté sa démission alors que les manifestants prenaient d'assaut des lieux de pouvoir. OMG! Mais attendez, quoi? Il s'est passé des dingueries! Comment ça? Une révolte éclair dont l'issue est encore incertaine secoue le Népal. 24 heures après le début de la manifestation étudiante, le Premier ministre, le communiste Kagda Prasad Sarma Oli, a été contraint à la démission mardi 9 septembre, chassé par la rue. Il n'a pas été remplacé et une impression de vacances du pouvoir flotte sur le petit pays himalayen de 30 millions d'habitants. Un petit pays, c'est quand même la moitié de la France, mon ref, calme-toi. Katmandou et sa vallée ont été le théâtre toute la journée de très violentes protestations. La plupart des lieux de pouvoir ont été pris pour cible, incendiés ou dégradés. Des ministres agressés, l'aéroport a été fermé et tous les vols internationaux ont été suspendus. Pas Ouah, la dinguerie, le big état d'urgence quoi. Ouah, la turbo révolte et c'est parti des trucs étudiants. Faut vraiment pas négliger la puissance que ça peut avoir des manifestations étudiantes. Hein. On avait aussi étudié le cas par exemple genre en Serbie où t'as eu une manifestation étudiante qui a été partie dans les tours de malades où les étudiants ils avaient même fini par rejoindre genre les différents trucs un peu ruraux pour tenter de récupérer les agriculteurs dans leur manif et ça avait marché et t'avais tout le pays qui s'était soulevé. Les gens ont nettoyé la rue après la manif. Eh bah putain, c'est une dinguerie. La veille, la police avait ouvert le feu sur des étudiants et des lycéens descendus pacifiquement dans la rue pour dénoncer la corruption généralisée et le népotisme qui gangrène le monde politique népalais depuis des années. Le bilan est lourd. 19 morts, plus de 400 blessés. Le gouvernement avait attisé la colère de la génération Z, adepte des réseaux sociaux, et bloquant le 4 septembre 26 plateformes, dont Facebook, YouTube, LinkedIn, X, Instagram, WhatsApp, Signal et WeChat. Attendez, le gouvernement, genre, il a tiré à balles réelles sur les étudiants, et après, il a fermé tous les réseaux sociaux. On se demande comment ça a pas dû partir en couille, vraiment. Je me pose la question. Hein. En fait, ils ont oublié que le peuple, c'était... Enfin, bref. Mardi, dès le matin, les jeunes défiaient l'ordre de couvre-feu décrété par le gouvernement à Katmandou et dans plusieurs grandes villes. Les protestateurs, des étudiants, rejoints par des groupes disparates, ont cerné les lieux de pouvoir avec la volonté de détruire et de chasser leurs occupants. Ce qui me semble relativement basé, hein, vu les conditions actuelles. Le Parlement a été incendié, ainsi que plusieurs résidences d'hommes politiques, dont celle du Premier ministre et du président, du ministre de l'Intérieur, du chef du Congrès, le Nepali Congress Party, de centre-gauche, du chef du Parti communiste du Népal, tous ceux que la jeunesse abhorre et qui accaparent le pouvoir pour leurs propres intérêts depuis la naissance de la République en 2008. Oui, c'est vrai que quand j'ai entendu parler d'un gouvernement communiste, sur le coup, je me suis dit, bon, ça pue la dérive communiste un peu sur le fond quand même. Hein. Genre, normalement, un gouvernement communiste, il est pas censé, genre, tirer sur les étudiants, essayer de détruire les intellectuels de ce pays, puis ensuite bloquer tous les moyens de communication pour finalement tirer à balles réelles. Non, c'est pas vraiment ça l'idéal socialiste. Hein. Mardi, dès le matin, les jeunes défiaient l'ordre, pardon, je l'ai déjà dit tout ça. Même le domicile de l'ancien Premier ministre, Cher Bahadur Deuba, pardon, que je peux sûrement très mal prononcer, et de son épouse, que je vais pas me dire, qui est ministre des Affaires étrangères, a été visé, ainsi que quelques hôtels de luxe et plusieurs médias. Putain, ça a frappé fort. Waouh, la dinguerie, c'est parti en couille en si peu de temps.
Face à cette propagation ultra rapide de violence, le Premier ministre a annoncé sa démission mardi, peu après 11 h du matin. Compte tenu des circonstances exceptionnelles auxquelles notre pays est confronté, je présente ma démission du poste de Premier ministre avec effet immédiat. Et bah c'est autre chose que Bayrou, hein, putain. Genre, vous imaginez si on leur faisait ça, je pense qu'ils se dégarpiraient tous en l'espace de quoi 20 secondes, ils iraient dans des bunkers, hein, pour le coup. Oh putain. Dans une lettre adressée au président, je prends cette décision afin de faciliter la voie vers une résolution politique et de relever des défis qui se présentent à nous. Ça, c'est un peu systématique des hommes qui démissionnent, qui quittent le pouvoir et disent « Non mais, je me casse et je m'enfuis pour le bien commun, d'accord Et je vais du coup déménager dans un pays très loin d'ici. » Après avoir déjà dirigé le pays à 4 reprises depuis 2015, il était revenu au pouvoir le 15 juillet 2024 à 72 ans par un jeu d'alliance avec son ennemi, le Nepali Congress Party, la plus grande formation du pays. En vertu d'un accord, il devait céder le poste de Premier ministre au président du Congress Party, Sher Bahadur Debba, en 2026. D'accord, donc le mec dont la baraque a également été brûlée. Ouais, genre ils ont fait en mode genre, oh là là, le monde qui était un peu en panique, en mode, non mais attendez, ils ont aussi été brûlés, la ministre d'un mec qui était même plus en poste en fait. Oui, enfin du coup ils ont brûlé la maison d'un mec qui avait quand même prévu de revenir et qui avait déjà plus ou moins serré la main aux bonnes personnes pour le faire quand même. Ça m'avait l'air d'être un petit peu orchestré quand même. Demande de renouveau. Son départ n'a pas apaisé la colère de la foule. Certains manifestants arboraient des armes, peut-être dérobées à la police, qui a battu en retraite et cessé de protéger les bâtiments officiels. Mais en fait, si vous voulez, c'est ça qui se passe quand vous commencez à tirer à balles réelles sur les gens. Bah pour se défendre, le niveau de violence va forcément monter, tu vois. C'est pour ça que c'est complètement con. Tous les gens qui sont en mode contre les manifestants, faudrait envoyer l'armée, hein. C'est complètement débile. Ça s'appelle l'escalade de la violence, en fait. Et évidemment que c'est ça qui va se passer. Genre, vous tirez sur les gens à balles réelles, les gens vont s'armer pour tenter de se défendre. C'est juste de la logique. Et genre, plutôt que de faire ouin ouin les manifestants trop violents, demandez-vous pourquoi ils sont violents, peut-être. Genre, ils sont pas violents parce qu'ils sont trop méchants, quoi. Des milliers de manifestants ont alors pu pénétrer dans le secrétariat du gouvernement fédéral, saccageant et incendiant les bâtiments. Selon la presse népalaise, la vallée de Katmandou était enveloppée mardi d'une épaisse fumée. La jeunesse du pays, frappée par le chômage et le manque de perspective, demande du changement, de l'air, du renouveau, des réformes pour alléger une bureaucratie étouffante. Le seul espoir pour retrouver un travail est souvent d'émigrer. 2000 personnes quittent chaque jour le pays, où plus de 20% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté. Inspiré par les révolutions étudiantes bengalaises qui avaient mis fin au régime autoritaire de Sheikh Hasina en août 2024, les jeunes Népalais ont commencé à manifester il y a plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. Ça, pareil, c'est un truc dont on parle pas assez. On parle beaucoup des différentes montées de l'extrême droite un peu partout autour de la Terre et on parle un petit peu de tous ces trucs, de l'augmentation du coup des autoritarismes, etc. Mais on a tendance un petit peu à trop invisibiliser et à trop mettre sous le tapis aussi la quantité assez impressionnante de révoltes qui sont plutôt des révoltes sociales et qui sont plutôt des révoltes avec un enjeu d'amélioration de la vie des travailleurs et de la vie des personnes qui sont exploitées, parfois des enjeux décoloniaux, etc. et tout. Genre, je vous ai parlé de la Serbie, là du coup on peut également parler des révoltes bangladaises, et en fait on en a plein tout autour du monde aussi qui ont lieu en ce moment et il faut pas les négliger et il faut essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Pareil aussi avec tous les machins autour des apatistes et de ce genre de trucs. Et pour le coup moi je trouve qu'elle est assez inspirante en fait hein, finalement cette révolte au Népal, parce que moi je vous explique souvent un autre monde est possible. Et souvent on a cette impression de justement parce qu'on nous a matraqué la tête avec le réformisme, que les choses en fait on les verra jamais arriver de notre vivant. Mais les changements politiques, ça peut arriver très très vite, hein. Et l'histoire, elle est ponctuée que de ça. Oui, l'Indonésie aussi, par exemple. Enfin, il y a plein de mouvements sociaux qui sont hyper intéressants dont on devrait s'inspirer et on devrait aussi, genre, essayer de créer du lien, en fait, avec ces différents mouvements, quoi. À quand le stream sur le Rojava et les Kurdes? Je l'ai déjà fait un stream sur les Kurdes et sur l'origine de la situation des Kurdes, où du coup, on a regardé dans chacun des 4 pays dans lesquels ils ont été dispatchés comment ça s'était passé pour eux. C'est sur ma chaîne de VOD si ça vous intéresse. Mais on va en reparler, c'est promis. C'est une situation qui est passionnante et il y a beaucoup de choses à en dire. Mais c'est promis, on va en parler. On va en reparler.
il y a plusieurs semaines sur les réseaux sociaux leur impatience et leur mécontentement face au népotisme rampant avec le hashtag NepoKid, leur frustration à l'égard du système en place et des partis qui se partagent le pouvoir est immense. D'ailleurs, c'est marrant parce que je crois que j'ai vu un peu partout des analyses autour des histoires de génération et qui font croire un petit peu que ce qui se passe au Népal actuellement, c'est un petit peu un conflit générationnel. Parce que du coup, ce serait un truc en fait où c'est marqué par les jeunes, par les étudiants et par les réseaux sociaux. La vérité, c'est que c'est surtout des manifestations de travailleurs. C'est parce que les jeunes, ils voient qu'ils n'ont pas d'accès au travail dans leur pays, ils voient que, genre, il n'y a pas de possibilité pour le futur, et la raison pour laquelle ils s'en prennent, du coup, aux générations d'au-dessus, c'est surtout parce que c'est eux qui tiennent, en fait, et qui sont propriétaires des trucs, et qui bloquent, en fait, l'économie, et qui bloquent, en fait, la redistribution de l'oseille, concrètement. C'est pas une révolte de jeunes étudiants, c'est surtout et avant tout une révolte de travailleurs, tu vois, je pense. De travailleurs et de futurs travailleurs. Mais qui voit, enfin, qui a un ras-le-bol. Et du coup, la manifestation, elle est portée par les jeunesses. Mais comme toutes les révoltes, les plus grandes révoltes du monde ont toujours été portées par les jeunes et les femmes. Enfin, au bout d'un moment, faut se mettre un peu d'accord là-dessus aussi. Commencer par la Révolution française, hein, d'ailleurs, la team, mais bref. Pour de nombreux jeunes népalais, les manifestations du 8 septembre symbolisent plus que l'opposition à la censure. Elles représentent une exigence générationnelle de responsabilité dans un système politique dominé par des dirigeants vieillissants. Explique Ritesh Panti, contributeur de The Diplomat. Oui, mais tout ça, c'est... Bref, moi j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Débarrassés du Premier ministre, les jeunes Népalais doivent, s'ils veulent suivre l'exemple bangladais, trouver leur Muhammad Yunus, l'économiste et prix Nobel de la paix en 2006, devenu Premier ministre intermédiaire à Dhaka, à la demande des étudiants. Oui, enfin, genre, est-ce que vraiment les gens, on a besoin d'une espèce de figure messianique? Est-ce qu'on a besoin d'un sauveur, d'un héros? Genre, c'est un peu fatigant, tu vois, ce truc de toujours avoir besoin de personnifier les choses aussi. Le regard semble se tourner vers Balandra Shah, 35 ans, ingénieur civil de formation, ancien rappeur devenu en 2022 le maire indépendant de Katmandou. Très engagé dans la lutte contre la corruption, il a apporté son soutien aux étudiants, comme de nombreuses personnalités publiques, mais elles aussi exhortées à faire preuve de retenue. Parce que là, du coup, j'ai un petit peu l'impression que il y a cette vision de, en fait, voilà, il faut forcément un homme providentiel. Alors qu'en fait, les hommes providentiels tout au long de l'histoire, et je pense que c'est également du coup le cas de Muhammad Yunus, euh, c'est des gens qui incarnent un mouvement politique de fond. C'est pas genre eux qui sont des génies qui en fait permettent de faire aller le mouvement de l'avant. C'est des figures qui sont validées par un mouvement pour porter leurs idées, pas l'inverse. C'est pas genre, enfin, faut le voir dans ce sens-là. C'est le peuple qui, comment dire, tolère ce mec pour les représenter, et pas genre ce mec qui apporte les idées géniales qu'il faut pour pouvoir diriger le pays. Enfin, au bout d'un moment, faut écouter la population, faut pas trouver un homme providentiel. Appel au calme et au maintien de la paix. Même si bon, le mec là, ex-rappeur et tout, a l'air très bien, tu vois. Genre, s'ils ont trouvé un mec pour les représenter, très bien, mais faut qu'il reste avant tout un truc collectif, quoi. Le président de la République a lui aussi appelé au calme. Quelle surprise! Un président qui demande l'ordre. Ouais, j'ai jamais vu ça. J'exhorte tout le monde, y compris les manifestants, à coopérer pour une résolution pacifique de la situation difficile du pays, a déclaré Ramchandra Poudel. Je fais appel à toutes les parties pour qu'elles fassent preuve de retenue, qu'elles ne causent pas d'autres dégâts au pays, qu'elles entament les négociations. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il y a des dégâts au pays, connard? Ouais. Genre, si tu veux une résolution pacifique, en fait, écoute ce qu'ils veulent. Genre, point barre. Le chef des armées, le général Ashok Raj Sigdel, qui s'est adressé mardi soir à la nation pour demander le maintien de la paix, a commencé à déployer, vers 22 heures, des troupes pour sécuriser les lieux stratégiques, comme l'aéroport, et tenter de reprendre le contrôle de la situation. Selon le quotidien Kathmandu Post, dont l'immeuble a lui aussi été attaqué, les incendies et les actes de vandalisme se sont poursuivis tard dans la soirée, visant des commissariats, des banques, de nombreuses administrations. En plus, ils visent des trucs relativement... basé, hein. Enfin, je suis désolé, tu vois, mais genre, quitte à t'attaquer, tu vois, à des trucs matériels et à t'attaquer à des institutions, les institutions auxquelles ils s'attaquent, c'est quoi? La police, la banque et l'administration. Je suis désolé, ça en dit quand même assez long sur le fond politique et les revendications aussi derrière de ces gens-là, en fait, au bout d'un moment. À Katmandou et d'autres provinces. La Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, n'a pas été épargnée, dévorée par les flammes.
Mercredi au petit matin, malgré la... En fait, ils ont pris tous les trucs qui les enculent et ils les ont brûlés. Franchement, enfin, comment leur en vouloir, hein. Mercredi au petit matin, malgré la présence de soldats... Mais c'est là que tu vois que c'est pas juste un truc de Gen Z matrixé par les réseaux sociaux, quoi. Au final, ils s'attaquent à des trucs assez concrets quand même, hein. Genre, mercredi au petit matin, malgré la présence de soldats armés, appelant par haut-parleur les habitants à rester calmes, les manifestations continuaient d'incendier des bâtiments publics et privés dans la vallée du Katmandou. L'armée a annoncé un couvre-feu national. Le Népal a sombré dans le chaos, submergé par la colère de la population. Alors moi j'aurais pas parlé de chaos, là c'est là où vous voyez l'angle un peu dépolitisant du monde. Euh, c'est pas le chaos, c'est la révolte. Genre, c'est pas une révolution, enfin... Genre toi tu vois cette image-là, tu te dis chaos. Moi je suis désolé, je vois cette image-là, je pense révolte, révolution, je pense changements sociaux. J'ai l'impression que c'est des gens qui luttent pour améliorer leurs conditions de vie, quoi. Et que ces violences, elles arrivent aussi au bout d'un processus où ils ont pris très cher. Je veux dire, on leur a tiré à balles réelles sur des étudiants. Qui sont les premiers violents dans cette histoire? Genre, c'est bon, ça va. Juste l'État se prend un retour de feu au bout d'un moment qui est peut-être un peu mérité. Enfin, je sais pas moi. Bon, on a deux autres articles toujours du Monde du coup à lire autour de ces histoires. Euh, Et du coup, on a un article qui date, qui est un peu plus vieux. Parce que là, du coup, le premier article que je vous ai lu, il datait du 10 septembre. Là, on a un article qui date du 12 septembre. C'est des informations qui sont très récentes. Voilà, la situation népalaise est très très chaude, c'est de l'actualité très brûlante. Donc, on va en parler un peu. Et du coup, on va voir un petit peu comment est-ce que les différentes sphères politiques ont décidé de répondre au problème. Et je pense que la critique que j'avais de l'article précédent va se faire comprendre avec cet article-là. Du coup, vu que l'angle stupide mainstream qui a été décidé pour cette affaire, ça a été Gen Z versus vieux, les politiques se sont emparés, et du coup, tout le monde a commencé à dire que c'était la Gen Z. Si je comprends bien la situation. On va un peu plus approfondir le sujet. Au Népal, dans Katmandou dévasté, les jeunes redoutent le retour au pouvoir des vieux dirigeants qu'ils ont chassés. Tout le monde se dit de la Gen Z. Aucun lieu de pouvoir n'a été épargné dans la capitale au cours de 2 jours de protestation d'une violence inouïe. Une révolution. L'armée, qui a pris le contrôle du pays, négocie une sortie de crise alors que le Premier ministre a démissionné et que le président est introuvable. Mais les jeunes, à l'origine du mouvement, n'ont guère voix au chapitre. Ça pue la merde, hein. Si c'est ça, ça va continuer à cramer, hein. Alors, si vous continuez à pas leur donner de pouvoir, désolé, mais enfin, au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle communément le rapport de force que vous êtes en train de vous prendre en pleine gueule. Si vous continuez à l'ignorer, ça va continuer à s'intensifier en fait. Enfin, allô, enfin, c'est genre, c'est la base. Une odeur de brûlé assaillit les narines à l'arrivée à Katmandou. Les rues de la capitale népalaise, d'habitude congestionnées par le trafic automobile, sont désertes. Les magasins et les bureaux ont porte close. Partout, des militaires patrouillent à pied, dans des chars ou des camions. L'accès aux zones stratégiques protégées par des rouleaux de fils barbelés est désormais interdit. Les habitants ont été priés de rester chez eux en application du couvre-feu décrété le 9 septembre. Ils peuvent sortir pour se ravitailler uniquement 2 heures par jour. Ouah. Donc là, on est sur une espèce de gouvernement qui est parti en mode répression max. Donc forcément, ça va partir en guérilla en face, quoi. Des carcasses de voitures et de motos carbonisées jonchent les trottoirs de l'avenue Madan Bandari, menant au Parlement népalais, aux façades noircies. Il ne reste à l'intérieur du bâtiment qu'un tas de cendres et de verres cassés. À 2 kilomètres de là, le Singha Durbar, le gigantesque centre névralgique du pouvoir au cœur de la capitale, est ravagé. Il abritait le bureau du Premier ministre et quasiment tous les ministères, dont ceux de la Défense et des Affaires étrangères, et les bureaux de l'administration, répartis dans divers bâtiments. Le pouvoir principal de la fin du 19e siècle, endommagé par le séisme de 2015, avait fait l'objet de 10 longues années de restauration. Les archives administratives sont parties en fumée, comme les dossiers de la Cour suprême, de la haute cour de Katmandou, située juste à côté du Singha Durbar, pardon. Les 2 juridictions ont été ravagées par les flammes. Jeudi 11 septembre, des avocats et des juges regardaient hébétés des bulldozers tenter d'en extraire des véhicules qui ont fondu dans le bitume. Il n'y a pas de mots, souffle Ek Narayan à
Arial, désolé, c'est très dur. Enfin, c'est. Alors, à l'aide. Un avocat, on a tout perdu. Les dossiers anciens de 35 000 affaires en cours. C'est un désastre pour notre pays qui ne dispose pas de data numérique. Ça, c'est peut-être plutôt mauvais signe par rapport à la lutte contre la corruption, par contre. Oh, matez-moi l'état du truc. Putain de merde. Ah ouais. Dur de pas dire que c'est pas mérité après, hein, mais. Putain. La ville porte les cicatrices fumantes de 2 journées de protestation d'une violence inouïe entre le 8 et le 9 septembre d'une révolution, qui ont laissé l'état de ruine tous les lieux physiques du pouvoir, exécutif, législatif et judiciaire, et même médiatique. Les manifestants ont incendié méthodiquement et mis à sac un à un des dizaines de bâtiments, dont le palais présidentiel et les résidences privées des principaux hommes politiques. Ils ont aussi ouvert les portes des prisons. 13 500 détenus ont réussi à s'échapper, quelques 12 500 restent en cavale. Jamais le Népal, même durant la guerre civile, n'avait été ainsi dévasté. Basé. Désolé, désolé, je suis trop anticarcéral pour pas trouver ça basé de libérer tous les prisonniers en mode ouais, cavale, cavale. Non, mais oui, oui. Enfin, genre. Enfin, vraiment, ils ont détruit que des trucs stratégiques, que des trucs. Enfin, je suis désolé, mais genre, à quel moment c'est juste la Gen Z qui pète un plomb? Regardez ce qu'ils ont visé, regardez c'est quoi les actions concrètes qui ont été menées. Il y a un vrai fond politique, genre qui est genre anti-répressif, anti-carcéral, anti-financier, contre les banques, contre le privé et contre la privatisation. Donc il y a probablement aussi un fond un peu décolonial. Je suis désolé. Enfin, pour le moment, moi je ne vais pas condamner les violences, hein, je vous préviens, hein. Enfin. En 48 heures, la rue a fait chuter le Premier ministre. On a un peu fait ça, mais moins violemment. Mais c'est vrai que nous, on a fait chuter le Premier ministre avec la rue aussi. En 48 heures, la rue a fait chuter le Premier ministre. Le communiste Kagda Prasad, capé euh, Sarma Oli, contraint à la démission. Mais le pays a également perdu la trace de son président, Ramchandra Poudel, et des principaux dirigeants transportés dans des lieux sûrs par l'armée. Celle-ci reste la seule institution encore debout. Le chef des armées, le général Anshok Raj Sigdel, a pris le contrôle du pays. Oh bah putain. Oh, il y a le président qui a dispawn et le général des armées qui a pris le pouvoir, quoi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça va mal finir de baiser, hein. Genre. Il y a une vidéo exceptionnelle d'un ministre qui est genre dans l'eau, mais genre forcé par des manifestants, c'est assez exceptionnel. Euh, En fait, ils ont vraiment pris les ministres et ils leur ont rappelé que c'était des humains, quoi. Ils leur ont dit, genre, vous chiez comme nous de la même façon et vous allez apprendre, vous allez nager comme nous. Mais alors oui, du coup, enfin, le gouvernement militaire et c'est la seule institution qui reste en place, c'est l'armée, ça craint. Personne, à commencer par les étudiants, n'est capable d'expliquer comment une telle fureur a pu se propager dans des zones interdites et protégées, jamais franchies jusque-là par des manifestants, sans que les forces de l'ordre ne puissent réagir. Personne ne sait qui étaient réellement les acteurs de ce déchaînement de violence et qui avait intérêt à un tel désastre. Mais peut-être qu'il n'y a pas, en fait, une personne derrière qui manipule les gens pour un intérêt qui serait le leur. Peut-être que la population, on a juste eu plein le cul et que les gens, genre à force de vivre dans un pays horrible, ont pété un plomb, je sais pas moi. Beaucoup de rumeurs, plus ou moins complotistes, mais c'est vous les complotistes, se sont répandues ces dernières heures au Népal, évoquant le rôle des agences étrangères, indiennes ou chinoises. Le dernier bilan des manifestations s'élève à au moins 51 morts et plus de 1000 blessés. Tout avait pourtant débuté dans une atmosphère joyeuse et dans un esprit pacifique. Le 8 septembre, quand lycéens et étudiants en uniforme scolaire ont investi la rue en dansant et en chantant pour protester contre la corruption qui gangrène la vie politique népalaise. L'initiative baptisée Protestation de la génération Z a surgi de manière presque spontanée une dizaine de jours avant, raconte Jasmine Oja, 23 ans. Non mais en fait,
Genre, c'est là que tu vois, c'est là que tu comprends pourquoi est-ce que le monde a été parfaitement incapable de comprendre les gilets jaunes. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était quoi les analyses de ce papier à l'époque, c'était quoi les analyses un petit peu à ce moment-là, où en fait ils étaient en mode ah mais qui pilote le mouvement en fait, qui est derrière cette histoire et comment ça se fait que c'est devenu aussi violent, mais d'où, qui a bien pu organiser tous ces ronds-points. En fait, ils sont incapables de comprendre l'émergence spontanée parfois d'organisation et l'émergence spontanée parfois de violence, tu vois. Genre, ils sont obligés d'imaginer qu'il y a quelque chose derrière. Jasmine Oja, 23 ans, avocate et activiste, en s'inspirant des manifestations en cours en Indonésie depuis le 25 août contre la corruption et les privilèges accordés aux députés. Donc c'est elle. Les jeunes Népalais ont commencé à échanger sur les réseaux sociaux sous le hashtag NepoBaby pour dénoncer les privilèges des fils et des filles d'une classe politique corrompue, dominée par de vieux protagonistes discrédités, qui se... Bah voilà, c'est pas un... Voilà, mais clairement, c'est pour ça que l'analyse de générationnelle est complètement débile. Parce que la preuve en est, c'est que même les étudiants, que même les jeunes, directement, à travers la définition qu'ils ont du hashtag, à travers la vision qu'ils ont derrière de leur hashtag NepoBaby, la chose qu'ils critiquent, c'est pas uniquement une classe vieillissante. Ce qu'ils critiquent, c'est aussi le népotisme de leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils sont conscients que eux, ils n'ont pas les mêmes chances que les enfants de la classe dirigeante. Et qu'il y a bel et bien une notion de classe sociale, en fait, à travers ce pays. De gens qui, en fait, mettent bien leurs enfants, de classe, genre, quasiment féodale. Et c'est pas uniquement de la corruption, quoi. C'est un système de reproduction sociale. C'est un système hiérarchisé, basé, du coup, derrière, sur une élite financière, économique, politique, tout ce que vous voulez. Et c'est pas juste un conflit générationnel. Le problème de ces jeunes-là, c'est aussi qu'ils voient les jeunes de cette classe bourgeoise qui se mettent bien, qui se relaient au pouvoir depuis des années pour sauvegarder leur représentation. Les jeunes sont complètement frustrés à cause des politiciens, à cause de la corruption dans le pays. En une semaine, cela est devenu tellement populaire que tous les jeunes ont commencé à publier des vidéos et des photos montrant le train de vie luxueux des enfants de ministres ou de députés, poursuit la jeune femme. Ouais, c'est pas qu'un truc de générationnel, quoi. Malgré le nom Gen Z du truc, quoi. Puis l'idée d'une mobilisation a été lancée, ainsi qu'une page sur Instagram Gen Z appelant à manifester le 8 septembre. La décision du gouvernement, le 4 septembre, de bloquer 26 plateformes, dont Instagram, Facebook, WhatsApp, a alors attisé un peu plus la colère des jeunes, grands utilisateurs de réseaux sociaux. Ils ont dès lors continué à communiquer sur l'application Discord, MDR. Discord au cœur de la révolution. OMG, je ne l'avais pas vu venir, mais ça me semble pas si déconnant que ça maintenant que j'y pense. Ah, ça me bute un peu, hein. Ça me bute un peu. N'empêche que j'aime pas beaucoup l'angle de l'article, hein. Je vais pas vous mentir, je trouve que c'est très critiquable. Genre, tu sais, l'article est en mode... Je me demande comment il y a pu y avoir autant de violence de la part des manifestants après qu'on ait tiré dessus à balles réelles. Je me demande qui a bien pu être derrière cette révolte après qu'on ait décidé de tirer à balles réelles sur la population, de mettre un couvre-feu et de détruire tous les moyens de communication des gens. Qui peut être derrière cette révolte? D'où ça peut bien... C'est incompréhensible. C'est complètement incompréhensible. Mais alors, mais je me demande pourquoi les gens sont énervés. Vraiment. C'est qui est derrière? C'est sûrement, genre de l'influence étrangère. C'est pas du tout des jeunes qui ont pris turbo tarif et qui se sont inspirés des révolutions dans les pays d'à côté. Non, bien sûr que non. Attendez, j'ai froid. La pause. Oui, donc je disais, l'article nous balance en mode genre oui, même les jeunes ne savent pas d'où ça vient et d'où a bien pu partir la violence, blablabli, blablabla, etc. Alors que, tu sais, ça fait 2 semaines que les jeunes, ils passent leur temps à chier sur la gueule des élites, à leur dire qu'ils sont complètement ridicules et à montrer le train de vie de ces fils de pute, de bourgeois, tu vois, qui se mettent méga bien sur toute une population qui crève la dalle. Et ils sont en mode... Alors même les étudiants ne comprennent pas, bien sûr, tu sais, alors qu'ils sont littéralement à l'origine du mouvement et qu'ils avaient des raisons, ma foi, quand même fort légitimes. Impression de cacophonie. Mais ça, tu vois, c'est déjà... Enfin, c'est les éléments de langage de merde du monde, en fait, hein. Ils vont te parler de cacophonie et ils vont te parler de chaos, tu vois, parce que eux, ça leur va très bien quand il y avait un ordre bien instauré, bien précis, sur lequel tu peux te faire référence. Et du coup, genre, bah, eux, ils voient de la révolte comme de la cacophonie. Ils voient la complexité comme quelque chose d'inaudible, alors que c'est juste que c'est un pays qu'ils connaissent pas si bien que ça, et du coup, bah, ils galèrent en fait à comprendre, c'est tout quoi. Enfin, genre, c'est pas de la cacophonie, c'est pas du chaos, hein. C'est juste.
That's the shit. Bref, tout a basculé le 8 septembre lorsque le cortège a franchi les barrières de l'avenue Madan Bahandri et a pris d'assaut le Parlement. La police, complètement débordée, a tiré sur les jeunes. Mais je me demande d'où vient cette violence et ce déferlement de violence. C'est un mystère. La violence s'est alors déchaînée jusqu'à devenir incontrôlable. Katmandou s'est transformé en brasier. Non, mais c'est sûrement des agences internationales, hein, bien sûr, c'est sûr. L'Indonésie, oui, tout à fait. Le pays est désormais suspendu aux pourparlers menés par le général Ashok Raj Sigdel au quartier général de l'armée avec différentes parties pour tenter de dégager un consensus autour d'une personnalité qui pourrait diriger le pays jusqu'à la convocation des prochaines élections législatives. Plusieurs noms sont avancés, dont celui de l'ancienne présidente de la Cour suprême, Sushila Karki, 73 ans, putain, soutenu par le populaire maire de Katmandou et ancien rappeur Balandra Shah, qui espère jouer un rôle lors des prochaines élections. Ok, d'accord. En fait, le mec est en train de se placer, quoi. Une impression de cacophonie domine entre les partisans d'une dissolution du Parlement, les monarchistes en embuscade, aïe aïe aïe, et ceux qui réclament le respect de la Constitution et demandent au président de la République de mener des négociations. Sauf qu'il a disparu! Ramchandra Poudel n'est pas apparu en public, suscitant les craintes d'une prise de pouvoir des militaires. Le QG de l'armée est inaccessible, mais des grappes de jeunes et de moins jeunes essayent d'attirer l'attention de journalistes non loin devant la tour d'Arahara, le beffroi de Katmandou. Ah, ils ont des beffrois? Stylé. Un étudiant en uniforme, Rechen Dael, 22 ans, le poignet bandé, très nerveux, s'est assis sur l'asphalte au milieu de la route pour crier de sa colère. Le général des armées doit parler avec nous, la Gen Z. Le Parlement doit être dissous, crie-t-il. Un activiste, Ramesh Ohad, s'approche des micros pour dénoncer les tentatives de manipulation des partis traditionnels et exiger des élections immédiates. Donc c'est cette situation du coup où il y a cette protestation où le mec est entouré de militaires, putain. Tout le monde désormais se dit Gen Z, mais il n'y a aucune proposition commune, confie désabusée Jasmine Oja. La situation a échappé aux jeunes, sans leader, sans représentant désigné et légitime, sans organisation ni unité. Un jeune trentenaire est à peine... Ah, en fait, ils ont fait comme les gilets jaunes, quoi. Derrière, ils n'ont pas réussi à s'organiser, c'est dommage. Le jeune trentenaire est à peine sorti du lot. Soudan Gouroug, président de l'ONG Hami Nepal, active lors de la mobilisation du 8 septembre. Visiblement affaibli, submergé par l'émotion, il a donné une conférence de presse jeudi 11 septembre au Reporter Club Népal. Nous sommes pour le dialogue, le pays doit passer avant les partis politiques, a-t-il déclaré entre deux sanglots. Attention à ne pas tomber dans le nationalisme, cependant. Il a demandé aux jeunes de rester unis, exhorté le chef de les... Ah, pardon. Il a demandé aux jeunes de rester unis, exhorté le chef des armées et le président à ne pas proposer les mêmes vieux dirigeants, fustiger les formations politiques qui n'ont pas soutenu le mouvement en dehors du maire de Katmandou et appelé des réformes. Nous resterons vigilants, a-t-il prévenu. Peut-être qu'il faut une refonte de leur constitution, hein Oui, c'est ça s'appelle de la politique, c'est pas de la cacophonie, enfin... L'angle du monde... Un peu bizarre. Un peu bizarre, mais en attendant... Ça fait une situation assez tendue. En fait, le manque d'organisation des jeunes, c'est quand même un énorme problème. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'ils s'en remettent à des potentiels représentants et à des potentiels dirigeants, plutôt que d'essayer de faire une vraie transformation profonde des institutions de leur pays. Ce qui serait peut-être nécessaire. Parce que la raison pour laquelle on va dire, l'État népalais a fini par pourrir et devenir cette espèce de repère de vieux qui défendent leurs intérêts, c'est peut-être juste parce que c'est possible. C'est peut-être juste parce que, en fait, concrètement, l'État est structuré de façon à rendre ça possible et à rendre ça normal, en fait. Et c'est le fonctionnement de base des institutions dans ce pays. Donc peut-être que c'est plutôt ça qu'il faudrait mettre en question. Et d'ailleurs, je pense que ça devrait être assez facile pour les jeunes d'avoir ces revendications-là, puisque justement, les lieux institutionnels, bah, ils les ont cramés. Donc c'est bien qu'ils sont conscients quand même qu'il y a un problème institutionnel. Donc du coup, de demander à résoudre le problème par les institutions, ça m'a l'air d'être assez compliqué. Mais tout ça bouge très très vite et on a un dernier article à lire sur ça qui a été publié du coup hier parce que du coup il y a effectivement eu une nouvelle première ministre qui a été mise au pouvoir et on va voir un petit peu comment ça se passe tout ça. Népal, Sushila Karki, une première ministre pour tenter de sauver l'unité du pays.
4 jours après les violences qui ont fait 51 morts et dévasté les principaux lieux de pouvoir, l'ancienne présidente de la Cour suprême a été nommée Premier ministre par intérim. Le Parlement a été dissous. Après 4 jours de vacances du pouvoir, l'ancienne présidente de la Cour suprême du Népal a été nommée première ministre par intérim vendredi 12 septembre. Elle a prêté serment tard dans la soirée devant le président de la République, qui apparemment a réapparu du coup. Le Parlement a lui été dissous. Sushila Karki, 73 ans, aura l'immense tâche de tenter de maintenir l'unité du pays et de préparer les prochaines élections, fixées au 5 mars 2026, après les manifestations des 8 et 9 septembre qui ont emporté le pays dans un tourbillon de violence. Réputée pour sa crédibilité et sa pugnacité, elle sera la première femme à diriger le gouvernement de ce pays himalayen de 30 millions d'habitants. Après avoir été la première présidente de la plus haute juridiction de 2016 à 2017, son nom a émergé dès la démission du Premier ministre Kagda Prasad Sharma Oli le 9 septembre. Acculé pour avoir réprimé dans le sang la révolte étudiante, il avait été proposé par les jeunes désireux de trouver une personnalité neutre politiquement. Ça manque de politisation, j'ai l'impression, ce mouvement, surtout, en fait. Hein. Les représentants de la Gen Z sont devenus, en quelques jours, les acteurs du changement au Népal. Ouais. J'ai l'impression que ça va pas tout résoudre, cette histoire. Demande d'une enquête impartiale. Les tractations avec le chef des armées, le général Ashok Sigdel, qui a pris le contrôle du pays pour ramener le calme, ont duré 3 jours, butant sur la question du maintien ou de la dissolution du Parlement. Cette dernière option était réclamée par les étudiants qui redoutaient avant tout le retour des vieux dirigeants du Parti communiste et du Parti du Congrès, qui se relaient au pouvoir sans mener des réformes dont le pays a besoin, entretenant un système de corruption généralisé. Parmi les revendications figure la demande d'une enquête équitable et impartiale sur les morts du 8 septembre, la création d'une commission d'investigation sur la fortune et les biens accumulés par certains hommes politiques, la fin de la corruption et des représentants de leur génération dans les organes d'État. Putain, si on était aussi solide sur les gens qui nous baisent et qui nous prennent notre argent et qui sont corrompus dans ce pays, on serait pas là. Hein. Le 10 septembre, sur le réseau social Discord, la Gen Z, comme se nomment les jeunes, a voté en faveur de Sushila Karki, parmi d'autres noms proposés, dont celui du populaire maire de Katmandou, Balen Shah. Sushila Karki est une femme de caractère, a elle-même dû batailler au cours de sa carrière avec les partis haïs par les étudiants. En 2012, elle fut l'une des 2 juges de la Cour suprême à condamner pour corruption un ministre en exercice, celui de l'information, Jai Prakash Gupta. Puis, en 2017, après qu'elle ait eu annulé la nomination par le gouvernement d'un chef de la police, les maoïstes et le Congrès népalais avaient tenté de la destituer pour ingérence dans le fonctionnement de l'exécutif. La tentative avait échoué. D'accord, donc en fait, elle est basée de par le fait que, premièrement, elle a été choisie par les manifestants, elle a été choisie par les jeunes, elle a été choisie par ce mouvement-là, parce que justement, pour eux, elle incarne une lutte contre la corruption, ce qui était l'étincelle de base aussi qui avait mis en place leur colère.